Vous venez sûrement de faire un trip psychédélique qui a bouleversé votre monde, et vous vous demandez comment une substance comme le LSD, un champignon hallucinogène ou la DMT peut propulser quelqu'un dans un état de conscience aussi étranger. Vous avez peut-être utilisé des psychédéliques pour lutter contre une dépression, de l'anxiété ou d'autres troubles psychologiques. Peut-être que vous avez pris des psychédéliques à des fins créatives, pour créer de meilleures œuvres, de la musique ou autre chose. Ou peut-être que vous avez utilisé des psychédéliques à des fins spirituelles ou religieuses. Ou peut-être que vous n'avez jamais trippé auparavant et que vous êtes tout simplement intéressé par la façon dont ces substances fonctionnent dans le cerveau. Eh bien, ça tombe bien, parce que dans cette vidéo, on va voir ensemble tout ce qu'on sait actuellement sur ce qui se passe dans le cerveau sous l'effet des psychédéliques. Allez, c'est parti. Il est donc important de noter que presque tous les psychédéliques sont des tryptamines. Si on jette un coup d'œil à la structure moléculaire du LSD, de la DMT et la psilocybine, qui est l'ingrédient psychoactif des champignons magiques, on remarque qu'elles sont assez similaires. Maintenant, si on regarde la structure du neurotransmetteur sérotonine, qui joue un rôle clé dans la régulation de l'humeur, le comportement social et quelques autres activités, on remarque tout de suite une similitude entre ces trois psychédéliques et la sérotonine. Le mode d'action de ces substances psychédéliques est le suivant. Lorsqu'elles pénètrent dans le cerveau, et parce qu'elles ressemblent beaucoup à la sérotonine, elles se lient et activent de nombreux récepteurs que la sérotonine aurait autrement activés. Le récepteur avec lequel les psychédéliques ont le plus d'affinité est le récepteur 5-HT2A, que l'on trouve partout dans le cerveau et qui est plus fortement concentré dans la partie la plus récente du cerveau du point de vue de l'évolution, ce que beaucoup appellent le cortex humain. En 1998, le scientifique suisse Franz Wahl a découvert que certains psychédéliques comme le LSD s'adaptent mieux au récepteur 5-HT2A que la sérotonine elle-même, ce qui amène les scientifiques à penser qu'il existe une autre substance chimique endogène produite par le cerveau, dans le but d'activer les récepteurs 5-HT2A. Beaucoup pensent que ce produit chimique endogène pourrait être la DMT, car il a été confirmé qu'elle est produite dans la glande pinéale des rats, et on pense qu'elle pourrait l'être aussi pour les humains. Et du coup, il y a une partie du cerveau sur laquelle les psychédéliques ont un impact particulièrement fort, et c'est le réseau du mode par défaut, ou MPD pour faire plus court. Cette partie du cerveau est fortement liée à notre sens du soi, et à notre individualité. Beaucoup de scientifiques se réfèrent à cette partie du cerveau comme le réseau du moi. C'est dans cette partie du cerveau que se crée l'histoire de qui on est et de qui on veut être. Comprendre cette région du cerveau est crucial pour comprendre la neuroscience psychédélique. Donc, comme le montrent les études utilisant des IRM, le MPD est la partie du cerveau qui s'allume lorsqu'on rêve, qu'on réfléchit, qu'on s'inquiète et qu'on rumine. Toutes des activités très liées à l'ego. Lorsqu'il n'y a pas de tâche immédiate à accomplir, c'est la partie du cerveau qui prend le dessus. Par contre, lorsqu'on est actif, qu'on accomplit constamment des tâches et qu'on est en état d'afflux, le réseau du mode par défaut est nettement moins actif. C'est pourquoi dans le livre Voyage aux confins de l'esprit, l'auteur Michael Pollan décrit le MPD comme ayant une relation de bascule avec de nombreuses autres parties du cerveau. Le MPD fonctionne à partir d'un manque de stimuli sensoriels, et lorsqu'il y a un manque d'entrée sensorielle et qu'il n'y a pas de tâche à accomplir, de nombreuses autres parties du cerveau se déconnectent, permettant au MPD de s'activer, ce qui nous amène à réfléchir et à rêvasser. En effet, on rêve et on réfléchit vraiment que lorsqu'on n'a rien d'autre à faire. Il en va même dans l'autre sens. Lorsqu'on a un apport sensoriel et une tâche à accomplir, le MPD devient moins actif, et d'autres fonctions cérébrales nécessaires à l'accomplissement de la tâche sont activées. Mais le réseau du mode par défaut ne devient jamais complètement inactif, du moins dans un état de sobriété typique, parce qu'on est toujours en train d'absorber des informations et de les relier à ce qu'on a déjà vécu dans le passé, à la façon dont elles peuvent servir notre bien-être dans le présent, et potentiellement à la façon dont elles peuvent nous être utiles dans le futur. C'est pourquoi le neuroscientifique Robin Carhart-Harris, qui a joué un rôle essentiel dans les neurosciences psychédéliques, décrit le MPD comme la capitale du cerveau, parce qu'il maintient constamment tous les systèmes du cerveau ensemble, en veillant à ce qu'un système n'interfère pas avec un autre et ne le submerge pas. Le MPD agit littéralement comme un filtre pour ce que notre cerveau décide de laisser entrer dans notre conscience. C'est un sous-produit de l'évolution qui nous amène à nous concentrer uniquement sur ce qui nous sert le mieux à un moment donné. Sans le MPD, notre cerveau serait tellement surchargé d'informations qu'on tomberait dans la folie. À cause de cette partie du cerveau, notre expérience de la réalité est basée uniquement sur la petite fraction d'entrée sensorielle, sur laquelle notre cerveau décide de se concentrer, en l'associant à la raison de son importance et à la manière dont elle peut nous être utile à ce moment précis. Tout comme le décrit Michael Pollan, notre cerveau nous fait vivre dans une hallucination contrôlée. Par contre, sous l'effet des psychédéliques, l'activité du MPD diminue considérablement, comme le prouvent de nombreuses études sur la psilocybine utilisant des scans IRM. Et pour en revenir à la relation de bascule décrite précédemment, lorsque l'activité du MPD diminue, l'activité dans d'autres régions du cerveau augmente. Et l'activité du MPD diminue pas seulement sous psychédélique, elle s'effondre. Et lorsque cette activité chute, l'activité et les autres régions du cerveau sont libérées et deviennent très actives, bien plus qu'elles ne seraient dans un état de sobriété. Il suffit de jeter un coup d'œil à ces deux modèles d'un cerveau sobre par rapport à un cerveau qui trippe. Chaque couleur représente une région différente du cerveau. Je sais pas quelle couleur représente quelle région, mais on comprend tout de suite l'idée qu'il y a beaucoup plus de connexions dans un cerveau subpsychédélique que dans un cerveau sobre. Michael Pollan note dans son livre « Les lignes habituelles de communication à l'intérieur du cerveau se réorganisent radicalement lorsque le MPD est désactivé. Avant une prise de psychédélique, dans de nombreux cas, les parties du cerveau étaient reliées essentiellement par le MPD. Mais parce que le MPD est devenu inactif,
ces parties du cerveau établissent rapidement de nouvelles connexions entre elles, des connexions qu'on n'a tout simplement pas dans la vie de tous les jours. Ces nouvelles connexions peuvent se manifester au cours d'une expérience psychédélique, sous la forme d'un aperçu étonnant, d'une perspective fascinante, ou simplement d'un nouveau sens donné aux choses. Certains de ces aperçus et de ces nouvelles significations peuvent être complètement inutiles et stupides, mais certains peuvent être révolutionnaires et potentiellement changer la vie. Il est également important de noter que cette augmentation du nombre de connexions neuronales est susceptible de provoquer une surcharge de stimulation dans le cerveau, qui n'est dans son ensemble qu'une machine à reconnaître les schémas, qui essaie de donner un sens à tout ce qu'elle vit, du mieux qu'elle peut. Du coup, quand des milliers, voire des millions de ces nouvelles connexions neuronales se forment, le cerveau peut tirer des conclusions prématurées, en essayant de donner un sens à la quantité massive de données qu'il traverse, ce qui peut entraîner des hallucinations, comme voir un visage dans les nuages, ou penser qu'un arbre a l'air d'être en mouvement par exemple. Donc, plus la dose de psychédélique est élevée, plus le nombre de connexions neuronales est important, ce qui signifie aussi que l'activité du MPD sera minime. Le MPD peut devenir tellement inactif que les consommateurs ont ce qu'on appelle une mort de l'ego, dans laquelle ils perdent tout sens de l'identité subjective. Notre sens de l'individualité repose entre le sujet, nous, et l'objet, tout le reste. Et le réseau du mode par défaut est la partie du cerveau qui a créé le sujet, donc nous. Et quand il disparaît complètement, les frontières entre le moi et le monde extérieur disparaissent aussi, dans une mort totale de l'ego. Tout semble se fondre en un. Tout est, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de distinction entre le sujet et l'objet. Il n'y a pas de soi et pas de soi. Et ça conduit de nombreux consommateurs à dire des choses après un trip comme « nous sommes tous un » ou « tout est connecté ». La fonte du sujet dans son environnement est la quintessence de l'expérience mystique. Et c'est la raison pour laquelle tant de personnes qui font l'expérience d'une mort de l'ego disent que ce qu'elles ont vécu est objectivement vrai, ou qu'elles se sont senties dans une expérience plus réelle que réelle. Ils disent ça parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience à partir d'un état de subjectivité dans lequel ils sont limités par leurs préjugés personnels. Ils ont fait l'expérience à partir d'un état plus ou moins objectif, dans lequel ils sont capables d'analyser les stimuli dont ils font l'expérience à partir d'un état de conscience brut, sans tout rattacher à leur ego et à la façon dont ils peuvent les servir. Du coup, grâce à l'apaisement du MPD et à l'augmentation massive des connexions neuronales, on est vraiment capable de plonger profondément dans notre subconscient. Et quand on dit qu'on a un voyage psychédélique, la partie voyage se réfère vraiment à un voyage dans le subconscient. Il est courant, sous l'influence des psychédéliques, de faire remonter des souvenirs que l'on ne pensait pas encore avoir, ou de se retrouver face à des traumatismes enfuis, ou des pensées refoulées. C'est la combinaison de l'augmentation des connexions neuronales et de l'apaisement de l'ego qui permet à ces souvenirs ou pensées refoulées de faire surface. L'augmentation des connexions neuronales rend les souvenirs plus susceptibles d'être mémorisés, et la tranquillisation de l'ego rend moins probable leur suppression. Ce qui explique pourquoi le domaine psychédélique est un lieu commun pour les gens qui viennent à bout des parties les plus sombres d'eux-mêmes, des parties d'eux que l'ego a supprimées pendant des années. Le cerveau, pendant une expérience psychédélique, peut être comparé, étonnamment, au cerveau d'un jeune enfant. C'est parce que le MPD n'est pas complètement développé avant l'âge adulte. Donc pour un jeune enfant, cette partie du cerveau est pratiquement absente. Un enfant de 3 ou 4 ans n'a pas vraiment un sens de soi. Peut-être qu'il connaît son nom, mais c'est à peu près tout. Et on a découvert que les enfants ont beaucoup plus de connexions neuronales que les adultes. Donc les enfants n'ont pas un réseau de mode par défaut développé et ont beaucoup plus de connexions neuronales. Eh bien, honnêtement, ça ressemble du coup pas mal à une expérience psychédélique. Ce qui conduit Pollan à écrire dans son livre « Les enfants approchent la réalité avec l'étonnement d'un adulte sous psychédélique ». Il fait également référence aux adultes qui ont ce qu'on appelle la conscience projecteur et aux enfants qui ont la conscience lanterne. Les schémas de pensée des adultes se sont progressivement rétrécis en vieillissant, comme un projecteur, tandis que le cerveau des enfants est encore très plastique. C'est peut-être la raison pour laquelle il est si difficile de changer les convictions politiques d'un vieil homme, dont les voies neuronales sont devenues progressivement plus rigides, parce qu'il a pensé de la même manière toute sa vie, par opposition à un jeune enfant que l'on peut littéralement convaincre de n'importe quoi. Mais lorsqu'un individu traverse l'adolescence, un grand nombre de ses connexions neuronales disparaissent. Le réseau du mode par défaut se développe, l'ego émerge pleinement, et vous commencez à tout voir, et comment cela peut vous servir, et vous cessez de voir le monde comme un enfant le perçoit, sauf si vous prenez des psychédéliques bien sûr. On peut donc dire qu'à mesure qu'on se développe, l'ordre au sein de l'esprit augmente. On n'est plus seulement un enfant curieux et errant dans un monde qui nous émerveille. On est maintenant des adultes avec un sens du moi totalement intact, où on sait plus ou moins qui on est et quel est notre but. Et on agit en fonction de ce qu'on pense être et de ce qu'on veut être. C'est comme un ensemble de directives selon lesquelles notre cerveau fonctionne. Et on va pas se mentir, c'est utile. Si nos cerveaux étaient toujours aussi plastiques que ceux d'un enfant, on pourrait littéralement rien faire. Par contre, il y a quelques inconvénients à ce que notre esprit développe un ordre au fur et à mesure qu'on grandisse. Que se passe-t-il lorsque cette réflexion et cette contemplation complexe qu'on est capable d'effectuer à l'âge adulte deviennent excessives ? Peut-être au point que notre introspection devient si incontrôlable qu'elle dicte littéralement notre vie et modifie la façon dont on voit et agit dans ce monde. C'est là qu'interviennent les troubles mentaux tels que la dépression, l'anxiété, les TOC, certaines dépendances psychologiques et divers autres troubles. D'innombrables études ont établi un lien entre une augmentation de l'errance mentale et de l'introspection, qui est une caractéristique clé du MPD, avec une augmentation générale du mal-être qui pourrait se manifester par l'un de ces divers troubles.
L'apaisement du MPD pendant un voyage psychédélique est précisément la raison pour laquelle ils peuvent être utiles pour aider les personnes souffrant de ces troubles psychologiques, comme l'affirme Robin Carhart-Harris. Une expérience psychédélique à haute dose a le potentiel de secouer la boule de neige, ce qui signifie que les psychédéliques peuvent perturber les schémas de pensée typiques, qui sont à l'origine de ces effets négatifs sur la vie de l'individu, permettant à des schémas de pensée plus idéaux de s'installer. Avec une diminution de l'activité du réseau du mode par défaut, l'emprise de l'ego sur l'esprit se relâche. De nombreux psychédéliques favorisent la neurogenèse, ce qui signifie que les voies neuronales peuvent être modifiées de façon permanente. Du coup, pour une personne souffrante, disons d'une dépression intense, les psychédéliques pourraient secouer ses modes de pensée, juste assez pour que le patient soit en mesure de réaliser une percée majeure dans sa maladie. Il existe des centaines et des centaines d'histoires de personnes qui utilisent les psychédéliques pour combattre efficacement leurs différents troubles psychologiques, et je vous invite vivement à les lire si le sujet vous intéresse. Les psychédéliques agissent de manière très différente des médicaments ordinaires, parce qu'ils agissent comme la sérotonine. Ils déclenchent le récepteur que la sérotonine aurait autrement activé, comme on l'a vu au tout début. Alors que la plupart des pilules sous ordonnance agissent en régulant ou en inhibant les récepteurs de la sérotonine, ce qui signifie que pour que le traitement soit efficace, le consommateur doit constamment continuer à prendre le médicament afin que les récepteurs soient constamment inhibés. Avec les psychédéliques, les voies neuronales de l'individu peuvent littéralement changer, ce qui signifie que le trouble du patient a le potentiel d'être guéri, peut-être pour toujours. En d'autres termes, les psychédéliques se débarrassent du problème, alors que les pilules de prescription quotidiennes ne font que bloquer le problème, mais ne font rien pour le guérir. Les psychédéliques peuvent guérir un trouble avec seulement une ou quelques prises. Les médicaments sur ordonnance, comme les antidépresseurs par exemple, doivent être pris très généralement à vie. Bien sûr, les compagnies pharmaceutiques veulent rien avoir à faire avec les psychédéliques. Les compagnies pharmaceutiques veulent de l'argent, et la façon dont ils obtiennent le plus d'argent est de garder quelqu'un sous traitement à vie, grâce aux pilules et aux médicaments qu'ils lui donnent. Donc voilà, quoi qu'il en soit, voici l'essentiel de ce qu'on sait actuellement sur la façon dont les psychédéliques agissent sur le cerveau. La plupart des informations rassemblées pour cette vidéo se trouvent dans le livre Voyage aux confins de l'esprit de Michael Pollan, à lire absolument si vous ne l'avez toujours pas encore fait. Et c'est pas parce qu'on a réduit tout ce qui se passe lors d'un trip psychédélique à de simples constructions et actions qui se produisent dans le cerveau qu'on doit les discréditer de quelque manière que ce soit. La conscience reste une chose magique, et on n'a aucune idée de la façon dont on est conscient. Il n'y a aucune preuve que la conscience est produite dans le cerveau. On n'a aucune idée de ce qu'est la conscience. C'est pas parce qu'on peut réduire ce qui se passe lors d'un trip à nos constructions dans le cerveau qu'on doit discréditer ces expériences comme étant moins magiques et mystiques qu'elles ne le sont. Bref, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que j'étais assez clair sur le sujet. Je vais vous laisser sur une petite citation de Terence McKenna que je trouve conclut assez bien la vidéo, et qui est « Les drogues émoussent la perception, rendent addict et établissent un comportement répétitif. Au contraire, les psychédéliques provoquent des expériences qui dissolvent les frontières à l'aide d'un état de conscience modifié. Les psychédéliques constituent l'exact opposé des drogues. Les psychédéliques promeuvent le questionnement, la conscience, l'examination et la reconstruction des schémas comportementaux. » Donc voilà, c'est tout pour moi. Comme d'habitude, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut.